il faudra que je sois plus rapide que l'endormissement. Si jamais je vois qu'il y en a qui n'écoutent pas, je lancerai une chaussure ou l'autre. Non, mais n'hésitez pas aussi, si à un moment ou à un autre, vous avez des questions, des réflexions, à pouvoir le faire. La raison pour laquelle on avait prévu ça, à la base, ça devait être ouvert un petit peu pour les jeunes des autres églises, mais la communication est partie un petit peu tard et je ne suis pas sûr qu'ils aient pu avoir tous l'info et que c'était libre pour les activités dans leurs églises respectives. Enfin bref. Donc, à la base, c'est un programme que je présente aussi. Ce type d'informations, je les présente dans des écoles, généralement à des jeunes qui sont plus jeunes que vous, puisque ils sont, la plupart du temps, je le propose en fin de primaire pour essayer de les vacciner contre peut-être des mauvaises tentations qu'ils pourraient avoir quand ils passent en secondaire. Mais les informations qu'il y a dedans, ce sont aussi les mêmes qu'on utilise lors des plans de 5 jours, et, en ce qui concerne le tabac, mais avec aussi quelques petites informations supplémentaires. J'ai commencé, on va dire, à élargir la présentation pour pouvoir aussi y inclure d'autres drogues. Vous êtes tous potentiellement concernés. Je ne me fais pas d'illusions, il doit bien y en avoir l'un ou l'autre parmi vous qui ont déjà essayé l'une ou l'autre de celles que je vais présenter. Je n'ai pas envie de lapider qui que ce soit, je ne suis pas là non plus pour prendre des notes et cocher des cases, mais bon, si vous avez, des questions, des réflexions, des besoins, et si même après, à un moment ou un autre, vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas, ok ? Donc ça, c'est une première réunion qu'on va avoir ensemble sur tout ce qui est justement dépendance et autres. Il y aura une deuxième réunion qui m'a été demandé de pouvoir préparer pour vous. Aujourd'hui, je suis encore gentil et s'il y a un adulte qui se pointe, c'est pas un problème, il peut rester. La fois prochaine, on m'a demandé, je ne sais pas si vous avez déjà discuté, si tout le monde est déjà au courant ou si je peux faire un petit peu le pitch, mais bon, pour la fois prochaine, on m'a demandé un petit peu de pouvoir discuter ensemble sur tout ce qui est fréquentation, mariage, relations sexuelles et autres, tous les thèmes qui sont peut-être un petit peu plus délicats. C'est pour ça que j'ai dit, prochaine fois, parents interdits. Je ne veux pas un parent dans la salle, s'il y en a un, on l'a bas à vue. Donc, non, je rigole, mais c'est déjà pas des sujets qui sont forcément simples à discuter pour vous. C'est pas forcément toujours simple à discuter, mais à dire des choses ou à confier des choses ou à demander des choses en face des autres. Moi, ça ne me pose pas de problème. J'ai pas de souci de discuter avec vous, quel que soit le type de question, on pourra en discuter. Toujours sur le même schéma. On va présenter, peut-être discuter certaines choses ensemble. On partira sans doute de vos questions. Je suppose qu'il faudra prévoir peut-être une boîte à questions ou une manière de pouvoir avoir des questions sans que vous soyez obligé à ce moment-là tout haut de les formuler. Ce sera peut-être plus simple pour tout le monde. Mais bon, on partira un petit peu de vos questionnements. Et puis, on discutera ensemble. Je reste toujours dispo pour chacun d'entre vous s'il y a besoin, après aussi. S'il y a des moments où vous avez des questions, que ce soit pour le sujet d'aujourd'hui ou le sujet de la prochaine fois. Ça va ? L'idée d'aujourd'hui, elle est toute simple. Je peux la résumer en 2 textes bibliques. Je peux prendre déjà avec vous 1 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 19 et 20, vous allez voir, c'est extrêmement rapide, et ce sont des textes que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Première idée, l'idée effectivement, qu'à partir du moment où Dieu veut aussi nous sauver, il veut aussi nous racheter, et on a aussi la possibilité, dans la manière dont on vit, de pouvoir vivre d'une manière qui lui rende gloire. Et puis, ça correspond de toute manière aussi à la volonté de Dieu, qu'il manifeste de toute manière de différentes façons, mais c'est ce qu'on retrouve aussi dans la 3e épître de Jean, au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme.
qu'on puisse être en même temps bien dans sa peau, mais aussi en bonne santé. Et je pense que tout de suite, même avant qu'on débute, et je proposerai qu'on prie ensemble avant de démarrer, mais je veux vraiment vous inviter à voir ça pas comme un ensemble de restrictions. On a souvent cette idée-là, et souvent dans l'Église adventiste, c'est une idée de « attention, on ne peut pas ci dans l'Église adventiste, et on ne peut pas ça, et on ne peut pas ça non plus, et ça on ne peut pas... » C'est une espèce de liste d'interdits à garder. C'est bien plus large que ça. Dieu souhaite que vous soyez bien, que vous ayez une vie qui ait du sens, que vous ayez une vie où vous évitez le maximum possible tous les problèmes qui peuvent arriver quand justement on ne suit pas les lignes qu'il nous conseille. Et tout ça pour notre bonheur, pour que notre vie soit une vie qu'on ne regrette pas, qui soit une vie qui soit bien remplie. C'est pas, l'objectif de Dieu n'est pas de vous maintenir captif en vous disant ça tu peux pas faire, ça tu peux pas faire, mais justement d'éviter que vous ne deveniez dépendant et que vous ne perdiez votre liberté. L'objectif, c'est que vous restiez libre. Dieu a souhaité qu'on soit libre et il veut qu'on le reste. Donc, ces choses qui nous sont déconseillées, ce sont des choses qui, avant tout, vont nous détruire et vont nous rendre captifs et vont nous retirer cette liberté. Donc, ne voyez pas ça comme étant quelque chose qui freine votre liberté, le fait de vous en abstenir, c'est quelque chose qui vous protège votre liberté. Parce qu'une fois qu'on met le doigt dedans, c'est là que la liberté se termine. On prie ensemble et puis on démarre, si vous voulez bien. Seigneur, je te remercie déjà pour cette réunion qui, avant d'avoir commencé, a bien commencé par toutes ces voix qui s'élèvent pour pouvoir te louer, Seigneur. C'est bon de pouvoir se retrouver ici, de pouvoir prendre un petit moment ensemble. On va moins discuter peut-être sur base de la Bible, bien que c'est lié, mais je voudrais te demander que tu puisses être présent avec nous, que tu puisses nous garder, que ton esprit puisse nous diriger, nos échanges, que tu puisses te tenir avec chacun des jeunes ici présents, avec toutes les familles que nous représentons. Aide-nous à pouvoir profiter justement de cette vie que tu as voulu que nous puissions avoir, qu'on puisse en profiter avec sagesse, avec plaisir, avec joie, et qu'on puisse véritablement comprendre tout ce que tu peux nous permettre d'en tirer. Reste avec nous, garde-nous, c'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Alors, voilà, je ne sais pas si c'est net l'image pour vous, ou c'est, parfois ça va, c'est visible, lisible. Alors, la plus grande partie de ma présentation va effectivement concerner celle sur laquelle moi je passe le plus de temps, puisque c'est moi aussi qui donne les plans de 5 jours pour ce qui est partie francophone en Belgique, pour ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Donc ça, c'est plus un petit peu mon dada et celui sur lequel je m'implique beaucoup. Maintenant, il y aura, comme je vous ai dit, juste quelques petites dias en plus pour sensibiliser à d'autres niveaux. Le tabac, alors, si on regarde ce que ça cause, les chiffres, ne vous inquiétez pas trop des chiffres qui sont donnés, des comparaisons. Les comparaisons, elles sont données plus pour des zones où je fais les sensibilisations dans les écoles. Donc c'est plus en province de Namur généralement que j'ai des demandes. Je suis disponible ailleurs s'il y a des écoles qui voulaient demander. Mais voilà. Alors le tabac, vous allez me dire, c'est un chiffre qui semble peut-être un petit peu spécial. 5 millions de jours passés à l'hôpital par an. Comment est-ce qu'on peut parler de 5 millions de jours d'hôpital par an alors qu'il n'y a que 365 jours dans une année? C'est qu'on fait la somme du total des jours passés par l'individu, celui-ci, celui-là, 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 tous les jours d'hôpitaux que ça va entraîner, sur une année, quand on les cumule, ça fait 5 millions de journées d'hospitalisation cumulées sur un an. Donc sur chaque année en Belgique. C'est pour la Belgique plus ou moins 20 000 morts chaque année. Rien qu'à cause du tabac. Bon, moi j'avais donné une comparaison qui est effectivement la disparition de toute une petite ville de la province de Namur, avec tous les villages qui sont autour, rasés chaque année, disparus, plus rien. C'est déjà une jolie petite ville, c'est une petite ville où il y a aussi une faculté pour ceux qui font des études d'agronomie et autres, donc c'est quand même pas non plus un tout petit village. Voilà, bon, je passe ça. Quand on regarde ce que le tabac cause, bon, alors vous avez effectivement le fait que ça va causer, ça vous pouvez le voir si vous avez des amis fumeurs, peut-être les... ça cause généralement des toux, on va cracher ses poumons, comme on dit. Ça ne va pas causer que ça cause une perte de goût, une diminution du goût. Vous avez aussi une diminution de l'odorat.
Ça, ce sont les effets les plus gentils sur lesquels je suis pour l'instant. Diminution de l'odorat, ce qui effectivement va avoir comme mauvais effet que des bonnes odeurs, vous n'allez plus les sentir. Peut-être vous me direz les mauvaises odeurs, on va peut-être moins les sentir aussi. Mais bon, on a une perte de capacité. Au niveau souffle aussi, la capacité de souffle diminue. Vous avez toutes les performances sportives vont baisser, elles baissent fortement, on en reparlera. Et alors le teint aussi a tendance à changer, la peau change, et donc on va avoir effectivement un teint qui est plus pâle, on va avoir aussi une peau qui va vieillir davantage. Très vite, vous allez voir quand on voit des photos de gens, vous pouvez voir quand vous voyez des photos de gens, vous pouvez plus ou moins dire quel âge ils ont. Si vous regardez des photos de personnes qui fument, vous allez leur donner un âge qui est un âge supérieur à leur âge réel, la plupart du temps, parce que ça vieillit beaucoup plus rapidement, effectivement, la peau. Il va y avoir un changement aussi dans le rythme cardiaque, donc dans l'effort du cœur. Vous allez fatiguer le cœur. Ceux qui fument vont effectivement fatiguer leur cœur de manière assez forte. Quand moi je fais le plan avec des gens et qui décident d'arrêter de fumer, on fait un petit test très simple avec eux le soir. Le premier soir, généralement, je ne vous cache pas que juste avant d'arrêter, juste avant la première soirée du plan, ils sont tous devant la salle encore en train de tirer nerveusement sur leur dernière cigarette là. Et puis, donc, ils sont encore sous effet du tabac quand on commence les réunions. Et on profite, une fois qu'ils sont calmes, qu'ils sont assis depuis quelques minutes, que ce n'est pas parce qu'ils ont bougé que leur cœur bat plus vite, mais c'est vraiment l'effet seulement du tabac. On profite pour leur faire calculer le nombre de battements par minute de leur cœur. Et puis, dans la semaine, une fois qu'ils ont déjà arrêté, depuis 3 jours, qu'est-ce qu'on fait? On leur fait reprendre la mesure. Et ils perdent généralement entre 10 à 30 battements par minute. Que leur cœur a diminué. Ce qui représente, il faut se représenter ce que c'est, sur 1 minute, 60 minutes dans une journée, dans une heure, 24 heures dans une journée, ce sont des millions de battements chaque année en moins pour le cœur. C'est une fatigue en moins, c'est un vieillissement moins rapide pour le cœur. Donc ce sont tous des éléments qui interviennent et qui sont des éléments qui jouent aussi sur la santé. Alors normalement elle aurait dû démarrer ma jolie petite vidéo, mais elle n'a pas démarré. Ça c'est toujours la même chose. La théorie c'est très beau, la pratique c'est autre chose. Bon. Je sais pas si... Pour ceux qui fument, allumer une cigarette, c'est avant tout un réflexe. Ça va? La fumée des cigarettes est composée de nombreux toxiques et particules fines. Une fois inhalées, ces toxiques traversent la bouche et le larynx. Ils se déposent sur les parois des bronches avant de se diffuser dans les autres organes via la circulation sanguine. Les cellules, au contact des substances toxiques, modifient leur programme génétique, les poussant à se multiplier de façon anarchique, ce qui va être à l'origine d'un cancer. Le tabac est impliqué dans plus de 80% des cancers du poumon, dans 70% des cancers des voies hémodigestifs supérieures et dans 50% des cancers de la vessie. Il est ainsi impliqué dans le développement de 17 types de cancers. Le tabac est la première cause de cancer. Il n'est jamais trop tard pour arrêter. Et la meilleure manière d'arrêter, c'est de ne pas commencer. Je le dis toujours, c'est quelque chose qui ne sent pas spécialement bon. Il y en a qui apprécient quand même l'odeur, mais enfin généralement ça sent quand même pas très très bon. Ça coûte cher et c'est mauvais pour la santé, donc je ne vois pas franchement beaucoup l'intérêt. On a un participant qui a arrêté de fumer et qui a mis de côté l'argent qu'il aurait dépensé pour ses cigarettes. On conseille souvent ça à ceux qui arrêtent. On leur conseille de mettre de côté ce qu'ils auraient dépensé pour leurs cigarettes. Eh bien, il y en a un qui est revenu voir mon prédécesseur, qui a fait des plans de 5 jours pendant de nombreuses années, et au bout de 20-30 ans, il lui a dit, si j'avais continué à fumer, avec ce que j'ai mis de côté, j'ai la somme pour le prix d'un appartement. Il aurait fumé le prix d'un appartement.
sur toutes ces années-là. Donc, et d'autant plus maintenant, le prix ne fait qu'augmenter, donc voilà. Alors, les conséquences, voilà, on l'a dit, on parle de 17 types de cancers, c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être parfois un tout petit peu moins. Les principaux, effectivement, c'est dans les voies ORL, otorhino-laryngologiques, donc les bronches, l'estomac, la vessie, tout ce qui est sur le passage, entre guillemets, de la fumée du tabac et puis de la digestion, parce que vous allez avoir une partie des composants qui vont se retrouver dans l'estomac, qui vont être digérés, il y en a qui vont se retrouver aussi dans les reins et ainsi de suite. Donc tout ce qui est sur le trajet traversé par les toxiques va être touché et risque d'être impacté. Ça va produire des infections. Quand vous avez un it au bout, c'est quelque chose, c'est une inflammation bronchite, inflammation des bronches. Emphysème, vous aurez des images plus loin, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Gastrite, donc une inflammation de l'estomac. Alors d'autres choses, le vieillissement de la peau, je vous l'ai dit, des risques au niveau grossesse. Une moins bonne croissance, alors pour ceux qui sont encore croissance, mais aussi pour les bébés qui seraient confrontés déjà dans l'utérus, les sens qui sont perturbés, le fonctionnement des sens, une modification aussi du caractère et l'installation de la dépendance. Au niveau cardiovasculaire, c'est là aussi qu'il y a le plus de danger. Souvent, on a peur du cancer. Là où il y a le plus de risques, c'est pas toujours au niveau cancer, parfois ça prend du temps à venir, mais au niveau des accidents qu'on a au niveau cardiovasculaire, ça peut venir un peu plus rapidement et c'est une énorme cause de mortalité aussi. Non seulement avec ce qu'on appelle les AVC, accidents vasculaires cérébraux, les infarctus, vous allez voir aussi, vous allez avoir des vaisseaux sanguins qui irriguent et qui nourrissent aussi la paroi du cœur, souvent qui vont être bouchés et effectivement ça provoque pas forcément tout de suite le décès, ça peut, mais bon, parfois on y survit à 1, à 2. Généralement, on dit le 3e, c'est le bon. Il y en a quelques miraculés qui arrivent à aller au-delà. Artérite aussi, c'est-à-dire une inflammation chronique des vaisseaux sanguins. Vous allez voir comment. Donc, toutes les conséquences, vous l'avez vu, je vous en ai donné quelques-unes à ce niveau-là, là aussi. Diminution du taux d'oxygène dans le sang et aussi diminution des plaquettes. Les plaquettes, je ne sais pas si vous savez à quoi elles servent. Plaquettes pour tout ce qui est pour que le sang coagule. Vous blessez ou quoi que ce soit pour que ça puisse coaguler et que ça puisse se réparer. Vous avez besoin de vos plaquettes. Quand il n'y a pas assez de plaquettes, on peut avoir ce qu'on appelle une hémophilie. Vous coupez et ça coule et ça ne va pas s'arrêter comme ça. Donc ça diminue le taux de plaquettes. D'ailleurs, moi j'ai mon frère qui est anesthésiste dans un des hôpitaux là à Namur et ils sont obligés, à chaque fois qu'il va y avoir une opération, à chaque fois qu'ils voient un candidat, un futur patient avant opération, ils sont obligés de lui demander « est-ce que vous fumez ?» Parce qu'ils savent qu'il va y avoir plus de difficultés en salle d'opération, plus de risques que ça tourne mal, que l'opération se passe mal, qu'il y a une moins bonne récupération, qu'il y a une moins bonne cicatrisation. Tout est plus compliqué. Donc, ils sont obligés de le demander avant parce qu'effectivement, c'est un facteur important pour eux. Alors, il va y avoir des troubles au niveau de la vessie, des reins. Alors, des problèmes sexuels aussi, oui, pour les messieurs, ça entraîne des pannes. Ça veut dire qu'on a une moins bonne capacité aussi d'érection. Et au niveau du système nerveux, vous avez une diminution, comme je vous ai dit, goût, odorat et aussi vision. Vous allez me dire vision... peut-être ça semble un petit peu spécial, mais il y a beaucoup de toutes petites artères qui passent au niveau de la rétine et effectivement, je vous le montrerai, mais ça rend le sang plus épais, ça fait plus de caillots, ça bouche plus les vaisseaux sanguins. Donc ces petits vaisseaux-là qui sont tout fins sont parfois les premières victimes et on peut perdre parfois un petit champ de sa vision. Il faut savoir que la rétine c'est très sensible. Si à un moment vous perdez, si vous vous rendez compte quand vous fermez un œil, que sur l'autre œil, vous avez une partie où vous ne voyez plus, réagissez très très vite, parce que vous avez quelques heures, et encore, quand je dis quelques, je suis généreux, pour aller à l'hôpital et pour pouvoir arranger ça, parce que si c'est privé pendant, on va dire, 3-4 heures de sang, c'est fini, cette partie-là, vous ne verrez plus. La rétine, une fois qu'elle est endommagée, qu'elle est plus alimentée en sang, ça va très très vite, les lésions. Alors, au niveau
du système sensoriel, ben voilà, déséquilibre nerveux, c'est-à-dire un fonctionnement du système qui va être perturbé. Les mécanismes de dépendance, je vais vous les expliquer, la peau, je l'ai déjà dit. Au niveau psychologique, ça a aussi une conséquence, c'est que quand on se rend compte qu'on est dépendant, eh ben, on a l'impression de ne pas être libre, on ne se sent pas non plus performant, on a l'impression de ne pas être maître de sa propre vie, et ça entraîne un sentiment un petit peu de défaite. C'est quelque chose qui est assez délicat, et beaucoup de gens qui arrivent à se libérer du tabac, pour eux, ils disent que ça a été une véritable libération. On a un monsieur qu'on a eu qui est devenu, qui était journaliste, mais qui est devenu un journaliste assez célèbre pendant un certain temps là sur la RTB, et il disait: ça a été un tournant dans ma vie professionnelle. Quand j'ai arrêté de fumer, il dit, ça a été un moment où j'ai réalisé que j'étais capable de tas de choses dont je pensais ne pas être capable. Donc voilà, j'ai pu reprendre ma vie en main. Au niveau vie sociale, j'ai passé l'autre, diminution de la motivation, ça a à voir aussi avec la dépendance, de la mémoire. Vous allez diminuer vos facultés de mémorisation. Il y a aussi les risques pour ceux qui sont autour et qui respirent, plus d'accidents. Il y a aussi pas mal d'accidents qui sont liés à la consommation de cigarettes. Une petite cigarette oubliée qui se consume, et puis tout d'un coup elle était sur le bord du cendrier, puis quand ça s'est consumé, tout d'un coup elle n'est plus en équilibre, elle bascule, et hop, on a un incendie qui démarre. Il y a beaucoup d'accidents au niveau domestique qui sont liés aussi à ça. La vie familiale s'en trouve impactée, les finances aussi, je passe là-dessus. Alors, voilà, la pollution du tabac, vous le voyez ici, on la considère comme 1000 fois supérieure à la pollution de la ville. Donc vous respirez une bouffée de fumée avec de la fumée de tabac. On dit l'air le plus pollué des villes, ce sont des millions de particules par millilitre. Alors un millilitre, c'est pas grand-chose, c'est un petit centimètre cube. Donc vous avez 1 centimètre sur 1 centimètre sur 1 centimètre. Voilà. Et dans cette micro-petite surface, dans les villes, vous avez des millions de particules par millilitre. Alors que dans la fumée de cigarette, vous avez des milliards de particules polluantes qui se trouvent dedans, qui vont avoir aussi un effet, on va en parler. Donc une cigarette fumée, rien que 10 bouffées, c'est même pas encore énorme, mais 10 fois, ça vous produit une pollution de 20 000 milliards de particules qui sont ingérées. C'est quand même pas rien, excusez du peu. Donc, et on dit, une seule cigarette suffit pour mettre dans les voies respiratoires un air 50 000 fois plus chargé en produits dangereux que si vous respiriez justement là dehors. Alors, qu'est-ce que vous retrouvez dedans? Je ne sais pas si mon image est totalement nette. J'ai l'impression que non. Vous arrivez à voir est-ce que c'est mieux? Voilà. Plein de produits. Généralement, on dit jusqu'à 4000 substances chimiques qui sont dans la cigarette. Certaines naturellement, mais d'autres qui sont rajoutées par les fabricants de tabac, exprès. De l'acétone, un dissolvant, n'essayez pas de le respirer, ça brûle les voies respiratoires. On va avoir de l'acide cyanhydrique, qu'on utilisait justement dans les chambres à gaz. Donc voilà, il y en a en petite quantité, d'accord, mais il y en a. Toluidine, qui est aussi une substance cancérigène, de l'ammoniac, qui est un détergent aussi extraordinairement irritant. Vous ne pouvez pas respirer au-dessus d'une bouteille d'ammoniac, vous brûlez tout de suite. L'uréthane, aussi cancérigène, du toluène, qui est un solvant industriel, l'arsenic, qui est un poison qu'on utilisait au Moyen-Âge pour se débarrasser des adversaires un petit peu gênants, dibenzykridine, voilà, phénol, butane, qui est un gaz, le polonium 210 qu'utilisent les espions russes là, pour se débarrasser aussi de ceux qui les gênent, c'est un élément radioactif. Le DDT, qui est un insecticide qui est interdit, on en trouve aussi dedans. On trouve, je vous l'ai dit, l'acétone, naphthylamine, du méthanol, un carburant pour les fusées, du pyrène, qui est aussi cancérigène, diméthylnitrosamine, naphthalène, un antimite. Intéressant aussi, quand on fume, d'avoir de l'antimite. De la nicotine, qui est à la fois un insecticide et qui va aussi être, entre guillemets, la substance qui va être en grande partie responsable de la dépendance. On va en parler de la dépendance après. Du cadmium, qu'il y a dans les batteries,
Dans les batteries de voiture, vous avez du cadmium. Eh ben, on en retrouve aussi quand on fume la cigarette. Du monoxyde de carbone, c'est-à-dire c'est le gaz tueur. Je ne sais pas si vous entendez, tous les hivers, on entend qu'il y a eu des accidents avec des installations de chauffage un peu déficientes. Il y a des gens qui sont soit morts, soit intoxiqués au monoxyde de carbone. C'est extraordinairement dangereux. Eh ben, il y en a plus que si vous respiriez à la sortie du pot d'échappement d'une voiture. Donc, et ça a un effet extrêmement dangereux. Benzopyrène, chlorure de vinyle et tout qu'on utilise dans les matières plastiques, c'est super. Donc, vous avez dans ces 4000 produits identifiés 3000 sous forme de particules, des petits morceaux qui sont dedans, et 1000 sous forme gazeuse, plus ou moins. Alors, vous avez une première partie qu'on va appeler la fraction neutre, tous les goudrons. Le fait de brûler les plantes, le tabac, produit des goudrons. Hein. Quand on brûle quelque chose, vous savez, vous avez déjà fait des camps et autres, vous cramez un morceau de bois, une feuille ou quoi que ce soit, ça se consume, ça va faire des matières noires et autres, eh ben, ça produit des goudrons. Et ces goudrons vont être aussi en grande partie du risque cancérigène parce que comme on va inhaler ça, il y en a dans ce qu'on respire, dans la fumée qu'on respire, eh ben, ces goudrons vont tapisser les voies respiratoires et au contact des cellules, ils ont un effet qu'on dit mutagène, c'est-à-dire qu'ils font changer le code génétique. Hein, ça produit des cellules qui tout d'un coup vont pas bien, ça peut faire démarrer un cancer. La fraction acide, toutes des substances qui sont irritantes, qui vont attaquer la muqueuse, c'est-à-dire les parois de vos voies respiratoires, et puis aussi les petits cils qui sont dessus, vous allez voir ça sur schéma, ce sera plus simple que de vous l'expliquer comme ça, et puis la fraction alcaline, toutes les substances qui justement provoquent aussi cette dépendance, la phase gazeuse dont le monoxyde de carbone, ce fameux gaz. Alors, une fois qu'on a commencé à fumer, s'installe une dépendance. Je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi. Ça va être l'effet de la nicotine. Ici, ce que vous voyez, ce ne sont pas les vaisseaux sanguins, mais ce sont les réseaux de nerfs qui parcourent le corps. Ce n'est qu'un petit schéma avec les nerfs principaux, parce que des nerfs, il y en a qui arrivent quasiment partout. Il faudrait presque remettre tout en couleur, parce que vous en avez qui arrivent à quasiment chaque cellule. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, la manière dont c'est organisé. Vous avez ici le cerveau, vous voyez ici une cellule qu'on appelle un neurone. Les cellules, vous avez déjà dû voir ça à l'école, vous avez dû être torturé avec ça plus récemment que moi. Donc, vous allez avoir un schéma qui montre un petit peu comment fonctionne un neurone. Le neurone, c'est assez simple. Les informations arrivent jusqu'au noyau. Le noyau décide est-ce que je retransmets l'info, oui ou non. Et une fois qu'il retransmet, il retransmet via ce qu'on appelle l'axone et vers des terminaisons neuronales qui touchent à d'autres neurones. C'est comme ça que ça passe. Donc, ok, je reçois une info, ouais, c'est bon, on la transmet, on envoie l'influx, il arrive au bout, et puis il y a le passage de l'information d'un neurone à un autre neurone. C'est là que va se jouer la dépendance. C'est dans ce passage d'un neurone à l'autre, c'est là que se passe la dépendance. Pourquoi ? Parce que quand l'influx nerveux il arrive au bout, eh bien, vous avez au bout une petite capsule qu'on appelle une capsule synaptique, un bouton synaptique, parfois on dit. Et dans cette terminaison, eh bien, le courant électrique qui est véhiculé là dans le neurone, il va faire libérer ce qu'on appelle des neurotransmetteurs qui passent de l'autre côté. Et de l'autre côté, le neurone suivant, il reçoit des neurotransmetteurs. S'il en reçoit assez, s'il n'y en a rien qu'un ou deux, c'est bon, il dit je ne bouge pas. Et quand il y en a assez qui passent, il dit c'est bon, il y a une info à faire passer, et hop, il transmet. C'est là que ça se passe. La dépendance, elle vient de là. Pourquoi ? Parce que votre système nerveux, il produit naturellement ces neurotransmetteurs. On appelle ça l'acétylcholine, principalement dans les neurotransmetteurs. Et quand vous allez avoir la fumée de cigarette, qu'est-ce qui se passe ? Je fume. La nicotine se répand très rapidement dans l'organisme, extrêmement rapidement, via la respiration, mais beaucoup plus rapide, c'est une question de secondes, alors qu'autrement, même par des patchs, ceux qui arrêtent de fumer, on dit qu'il faut presque 15 minutes pour que ça fasse effet. Donc là, c'est extrêmement rapide, et la nicotine, elle va jouer le même rôle que les neurotransmetteurs ici. Elle joue le même rôle. Donc, votre cerveau n'est pas idiot. Il dit, moi je produis des neurotransmetteurs et tout d'un coup on m'en donne des gratuits. Super les gars, on me les apporte, j'ai plus besoin d'en produire. Ok, il se croise les pieds et c'est bon, il arrête
il ne va plus produire de neurotransmetteurs, enfin il en produit moins. Et c'est ce qui va faire la dépendance, c'est que tout d'un coup, quand le fumeur fume, les premières fois, il va y avoir trop de neurotransmetteurs, on a un peu la tête qui tourne et ainsi de suite, mais très rapidement le cerveau comprend, il dit c'est pas la peine que je continue à en fabriquer autant, puisqu'on m'en donne, et il va diminuer sa production de neurotransmetteurs, et à ce moment-là, vous êtes piégé. Parce que votre cerveau n'en produit plus assez, et tout à coup, quand vous ne fumez pas, vous sentez qu'il y a un manque. On ne se sent pas bien, on se sent fatigué, on a besoin de sa cigarette pour pouvoir avoir l'énergie, et là, on est accroché. Là, c'est la dépendance, elle est là, elle est née. Donc, à ce moment-là, vous êtes coincé. L'action de la cigarette, je vous ai dit, ça augmente le rythme cardiaque. Diminue le diamètre des artères. Vos artères, c'est comme des tuyaux. C'est des tuyaux qui transportent le sang du cœur vers les organes. Et donc, ça va contracter les artères. Elles sont contractées et ça épaissit le sang. Donc, vous avez un sang qui est moins liquide, dans un espace qui est plus petit. Ça va favoriser les dépôts de graisse à l'intérieur. Donc, il est plus petit, il est contracté, il devient plus cassant, il est plus bouché et vous avez un sang qui est plus visqueux. Vous imaginez bien que ça ne va pas forcément fonctionner hyper bien, ce n'est pas prévu pour ça, ça va poser beaucoup de problèmes. Ça va neutraliser aussi l'hémoglobine, c'est-à-dire ce qui permet de transporter l'oxygène dans vos cellules. Donc vous perdez votre capacité à recevoir l'oxygène, favoriser les cancers et autres. Bon, je passe sur la suite, vous allez le voir. Bon, ça varie parfois un petit peu de ce qu'on fume. Je le souligne, il y en a qui pensent avoir trouvé la solution miraculeuse en fumant la chicha et autres. C'est encore plus mauvais au niveau monoxyde de carbone. C'est un drame. Donc pour le cœur, c'est extraordinairement dangereux. C'est quelque chose qui est vraiment très très mauvais. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème ce petit gaz, le monoxyde de carbone ? Pourquoi ? Parce que vous avez les molécules d'hémoglobine, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez peut-être vu les dessins animés La Vie, là vous aviez les petits trucs rouges là, qui portent des bulles d'oxygène et qui vont les apporter dans les cellules. Eh bien, ici vous avez une molécule d'hémoglobine. Normalement, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend de l'oxygène, quand le sang passe au niveau des poumons, elle se charge en oxygène et elle va l'apporter. C'est ce qu'on appelle de l'oxyhémoglobine. Elle se combine l'hémoglobine avec l'oxygène et ça va apporter l'oxygène dans vos muscles et partout où il y en a besoin. Vous ne pouvez pas bouger, faire des exercices sans avoir besoin de ça. Malheureusement, quand il y a aussi du monoxyde de carbone, ce gaz CO qui arrive, eh bien, ça va aussi pouvoir se combiner et ça se combine avec l'hémoglobine pour faire justement ce qu'on appelle carboxyhémoglobine. Mais le problème, c'est que c'est 30 fois plus fort l'attraction entre le monoxyde de carbone et l'hémoglobine que l'oxygène et l'hémoglobine. Ça veut dire que si vous avez un petit peu d'hémoglobine qui est là, et puis qu'il arrive de l'oxygène d'un côté et du monoxyde de carbone de l'autre côté, le monoxyde de carbone, il va dire « pousse-toi de là que je m'y mette », il s'accroche et il lâche plus. Donc, ce sont des molécules qui ne sont plus disponibles pour d'autres choses. Elles ne servent plus à respirer, à approvisionner vos organes en oxygène. C'est fini, ce sont des cellules qui sont bloquées. Okay ? Et donc, comme elles sont bloquées, vous êtes avec une perte de capacité respiratoire. Et au plus vous avez de molécules d'hémoglobine qui sont comme ça coincées, au moins vous pouvez respirer, donc vos tissus ne sont pas approvisionnés. Vous voyez, ça, les petits dessins animés, là, c'était avec cela. Donc, quand on fume 15 à 20 cigarettes par jour, on a 5 à 9% de sa capacité respiratoire qui est perdue. Quand on est sur 25 cigarettes par jour et plus, on tombe sur 10 à 20% de carboxyhémoglobine. Et donc, vous allez avoir une conséquence, des gens qui sont beaucoup moins bien oxygénés, qui ont beaucoup moins de capacité. Et on dit qu'un coureur, avec son entraînement, il peut gagner jusqu'à 10% d'oxygénation sur ses muscles. Donc il peut mieux oxygéner ses muscles, avoir une meilleure capacité à l'effort. Celui qui fume, il va perdre tout ce qu'il a entraîné. Ça ne sert à rien. C'est comme s'il s'entraînait dans le vide. Je veux dire, c'est la même chose que quelqu'un qui n'est pas fumeur et qui ne s'entraîne pas. Donc, les maladies des coronaires. Donc les coronaires, je vais vous les montrer plutôt. Ça ira un petit peu plus vite comme ça. Vous avez le système sanguin, le cœur, qui va justement approvisionner d'une part
dans la petite circulation, vous allez avoir le cœur qui va apporter du sang contaminé, enfin du sang avec tous les déchets gazeux vers les poumons. Vous respirez, il se recharge en oxygène, il libère du CO2, pas du monoxyde de carbone, mais du dioxyde de carbone. Il le libère, et puis il se charge en oxygène, ça revient, il part dans la grande circulation vers vos organes, et ainsi de suite. Bon, c'est schématisé, hein. Je suis désolé, c'est peut-être un peu technique et un peu compliqué pour certains à qui ça casse la tête. Pour d'autres, ce sera peut-être un peu simpliste. Hein. Désolé pour ceux qui sont en médecine. Hein, voilà. Mais vous allez avoir toutes sortes de choses que ça va produire dans les vaisseaux sanguins. Voilà tout ce que ça peut provoquer. Hein. Je schématise hein, parce qu'on pourrait aller plus loin. Donc, inflammation des artères, gangrène, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui peuvent être mal approvisionnés en sang et ça peut effectivement avoir des zones qui vont pourrir. Hein, je vais vous montrer d'ailleurs des images. Des anévrismes, alors l'anévrisme c'est quoi? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous gonflez un ballon de baudruche, hein, vous le gonflez et il y a un endroit qui est un petit peu plus fin, un peu plus faible, et ça fait une bulle qui ressort un petit peu. Hein, c'est un endroit plus faible et ça peut péter. Eh bien, il y a parfois ça aussi dans nos vaisseaux sanguins, il y a parfois des endroits où on a une petite faiblesse, et cette faiblesse, eh bien, sous la pression du sang, qui va d'ailleurs être augmentée par le tabac, eh bien, ça va se gonfler et ça peut casser. Et ça fait des accidents qui peuvent être redoutablement graves selon l'endroit où ça casse. C'est un anévrisme et donc on peut avoir une rupture d'anévrisme. L'angine de poitrine, bon, je passe un petit peu sur toutes ces choses-là. Je vais vous montrer ça avec des images, hein, désolé. Voilà, ce sont des cœurs de gens qui, eux, n'ont pas eu de chance. Et effectivement, vous allez avoir des endroits où ça va se boucher. Je vous le montrerai autrement. Regardez, ça c'est le passage normal dans une artère coronaire, une artère qui va nourrir le cœur. Ça, c'est le passage normal. Ça, c'est chez un fumeur. Vous voyez l'espace qui restait disponible chez lui. C'est le début, hein, c'est gentil là encore. Vous allez voir qu'il y en a où c'est bien plus bouché que ça. Non seulement il y a moins de passage, vous avez du sang qui est beaucoup plus épais, comme je vous dis, et au moment où vous fumez, ça se contracte encore. Musculairement, ça se resserre. Alors, ça, c'est chez un non-fumeur. Hein. Je pense que c'était un non-fumeur de 34 ans. Ça, c'est la même artère chez un fumeur de 32. Ok ? C'est le même endroit. On voit, elle a été ouverte, hein, et on voit les départs de toutes les petites artères secondaires. Mais ici, essayez de voir quelque chose. Oui, on voit qu'il y a des trous là, ça devrait repartir, le sang devrait pouvoir circuler. Comment est-ce que vous voulez faire circuler ça? Action directe du tabac. Vous fumez, banco, c'est ça que vous préparez dans vos artères. Hein. Donc, on se dit, ouais, c'est pas grave, c'est cool, machin. Oui, c'est cool. Regarde, si tu pouvais voir à l'intérieur, tu rigolerais moins. Alors, ça va créer aussi des endroits où bon, vous pouvez avoir un infarctus. Là, je passe sur les détails, mais vous pouvez voir sur le schéma, les coronaires, vous voyez, vont nourrir toute la paroi du cœur. Si c'est bouché à ce niveau-ci, tout ce qui est autour, tout ce qui est après et qui dépend de ce même vaisseau sanguin n'est plus irrigué. Donc, la paroi du cœur va mourir à cet endroit-là. Et si la paroi du cœur meurt, c'est généralement moins bon pour la santé de celui qui est porteur du cœur. Hein. Donc voilà, je ne vous fais pas un dessin, mais ça peut être vite assez dangereux. Ici, on ne le voit pas bien parce que l'image est petite, mais vous avez, en fait, on a sectionné ici sous la base du cerveau, hein, on sectionne et on le fait pivoter un petit peu, et vous avez l'entrée des voies, des vaisseaux sanguins là dans le cerveau. Et bien, ici, c'est complètement bouché. Mort. Ici, un AVC, justement, un vaisseau sanguin qui a cassé, et vous voyez qu'il y a eu un saignement dans un des lobes du cerveau, AVC, et bon, la personne n'a pas survécu ici. Alors, dégradation au niveau des dents, des cancers de la langue, parce que ça provoque des inflammations partout où ça passe. Il faut savoir que tout ce qui provoque une irritation, une inflammation, quand l'inflammation et l'irritation elle est répétée, c'est quelque chose qui à la longue peut tourner mal et peut virer en cancer. Avoir une irritation, oui, si je frotte ma main et que je la frotte une fois comme ça un petit peu, elle va être un petit peu irritée, ok. Mais si c'est constamment tous les jours qu'il y a cette irritation, s'il y a toujours quelque chose qui abîme, eh bien à la longue ça peut tourner assez mal. Dans les voies respiratoires, il y a le même problème qu'au niveau des vaisseaux sanguins. Vous avez le passage de l'air par le larynx, la trachée, les bronches, les bronchioles et puis toutes les petites alvéoles des poumons. Hein. Et vous avez, dans toutes ces voies respiratoires, vous allez avoir des cellules
et sur ces cellules, des tout petits poils. Tous, on a à l'intérieur des voies respiratoires des espèces de petits poils, des cils vibratiles, sur lesquels il y a des glandes qui produisent du mucus qui est un petit peu collant. Vous allez dire c'est dégoûtant, non, c'est vachement bien pensé, parce que tout ce mucus qui est là dans les voies respiratoires, eh bien il est là, et ces petits poils font sans cesse remonter le mucus vers la gorge. Ok ? Donc, quand vous respirez, il y a forcément plein de poussière, de crasse dans ce qu'on respire, ça se colle sur le mucus, ben, il est constamment remonté par les petits poils, et quand il arrive là, on fait, et c'est bon, c'est évacué, il n'y a déjà plus. Hein ? Qu'est-ce qui se passe chez les fumeurs ? Eh bien, la couche de goudron qui va tapisser tout ça, elle tue les petits poils, la production de mucus va être en plus augmentée, il y a plus de mucus qui va être mis, mais il n'y a plus aucune évacuation, ça colle, toutes les crasses qui rentrent ne sortent plus, elles vont descendre dans les poumons et ça fait crever les alvéoles. Toutes les alvéoles pulmonaires peuvent aussi mourir. Alors, bon, ici c'est une maladie un peu particulière, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Même chose que sur les voies respiratoires, que sur les vaisseaux sanguins. L'espace pour respirer, eh bien, quand vous avez plus d'inflammation, eh ben, ça épaissit la paroi. Donc voilà, au fur et à mesure que l'inflammation progresse, l'espace est moins grand. Vous avez plus de mucus, donc encore moins de place pour respirer. Vous avez ça qui vous reste. Hein, et ça frotte. Vous avez des gens où ça va frotter. Et en plus, toute la capacité respiratoire et d'assimiler de l'oxygène, elle est diminuée. Ça fait des gens qui parfois sont dans des situations de détresse respiratoire extraordinaires. Vous voyez, quand il vous reste ça pour respirer, hein, dans vos vaisseaux, dans vos voies respiratoires, c'est un petit peu problématique. Ça va avoir des effets irréversibles. Hein. L'élasticité, si vous tirez sur un élastique, si vous tirez beaucoup, hein, c'est la même chose que sur le ballon. D'ailleurs, vous gonflez beaucoup un ballon, vous le laissez gonfler pendant un certain moment, vous le relâchez, après il est tout fripé comme ça, hein, parce qu'il n'a pas gardé son élasticité. Et puis, il va y avoir les alvéoles qui vont être abîmés. Les effets réversibles, quand on arrête de fumer, eh bien, l'accumulation des cellules, elle va être réglée. Le mucus aussi va reprendre son fonctionnement normal et l'inflammation aussi, elle va partir. Je vous fais ça en accéléré, voilà. Hein. Ici, vous avez déjà une trachée normale, l'espace de respiration dans la trachée, passage pour l'air. Ici, c'est chez quelqu'un qui a développé un cancer, on voit déjà que c'est un peu boursouflé, ça n'a pas un aspect normal, et puis il n'y a plus non plus l'espace de passage qu'il devrait y avoir. Alors, au niveau des poumons, exactement le même problème. Je vous montre, en fait, quand vous arrivez, les bronches, les bronchioles et ainsi de suite, et tous ces amas de petites cellules, eh bien, vous devriez avoir du tissu comme une éponge, toutes des petites alvéoles comme dans une éponge. Avec le tabac, avec le temps, eh bien, toutes ces petites structures d'éponges, elles vont être détruites progressivement. Donc, toute la capacité, toute cette surface par laquelle vous pouviez capter l'oxygène pour pouvoir l'envoyer dans votre sang, elle disparaît. Elle n'existe plus. Et vous allez avoir ça, au lieu d'avoir un tissu qui est relativement dense, hein, vous allez avoir toutes des alvéoles qui sont toutes cassées et où il n'y a plus de surface pour pouvoir récupérer de l'oxygène. Ça fait des gens qui étouffent même en respirant. Ils sont là, ils étouffent, et malgré tout, ils vont pas avoir assez d'oxygène. Vous comprenez ? Donc, il y a plus, vous pouvez respirer aussi fort que vous voulez, gonfler les poumons comme vous voulez, il n'y a plus la surface pour pouvoir récupérer l'oxygène en suffisance pour pouvoir l'amener dans votre corps, et donc vous étouffez. Ça, c'est la structure normale. Ça, c'est chez quelqu'un qui a développé de l'emphysème. Donc, vous voyez que c'est quand même très légèrement différent. C'est assez problématique. Et il faut parfois qu'ils portent encore même de nos jours des masques avec un apport en oxygène qui est augmenté. Ça, c'est un poumon plus ou moins sain. Il y a quelques petites taches, oui. Oui, c'est sain, ça. Ça, c'est un bon poumon. Ça, c'est un moins bon poumon. Vous voyez, ça, c'est les effets au niveau tabac. Super, hein, fumer, c'est cool, les jeunes. Hein? Extraordinaire, c'est le même organe, hein, je vous assure. Hein, c'est pas un rat mort, ou non, c'est un poumon. Donc, là aussi, c'est assez intéressant,
pour vous montrer que les vaisseaux sanguins se contractent et que donc quand ils se contractent et avec le sang plus épais, eh bien forcément le sang passe moins, vous avez ce qu'on appelle des thermographies, c'est-à-dire qu'on mesure la chaleur des mains. On a mesuré la chaleur des mains, vous voyez ici, au plus c'est dans les tons justement chauds, rouge, vert et ainsi de suite, au plus ça va, au plus vous descendez justement dans les températures, vous allez vers les bleus, les tons rosés et ainsi de suite là, et puis le bout c'est noir. Pourquoi? C'est la même personne, avant de fumer, après avoir fumé. On voit que ça se refroidit, le sang ne passe plus jusqu'aux extrémités et parfois, pendant le temps d'action d'une cigarette, c'est-à-dire pendant presque 15-20 minutes, vous pouvez avoir des extrémités qui sont complètement privées de sang. Donc les cellules souffrent. À terme, ça peut engendrer des nécroses et pour certains, dans certaines pathologies, ça peut aller plus loin, ça peut aller jusqu'à des amputations, même très très rapides. Regardez chez celui-ci, il a des doigts bien chauds, super, extraordinaire, il fume sa cigarette, on voit presque plus les bouts des doigts, il y a des morceaux de doigts qui disparaissent. Pourquoi? Elles sont plus alimentées en sang. C'est quand même fort, c'est quand même des choses qui sont assez claires. Voilà, ben je vous remontre ici, c'est un morceau de la même dia que l'autre, mais c'est mieux fait ici. Voilà, vous voyez ça, c'est l'aorte, c'est l'artère principale, celle qui amène le cœur, on va dire, vers les organes principaux. C'est vraiment la grosse artère. Ben, regardez à quoi ça ressemble, quoi, hein. Alors, quelques petits films. Voici une partie de l'aorte, l'artère principale du cœur. Fumer entraîne un dépôt de graisse qui peut boucher cette aorte. Voici la quantité de dépôt graisseux trouvé dans l'aorte d'un fumeur de 32 ans. Chaque cigarette détruit. Joli, hein? J'en ai quelques-unes comme ça. Elles sont sympathiques, mais elles ont le mérite d'être claires. Chaque cigarette vous détruit. Fumer peut provoquer des caillots de sang, entraînant parfois des hémorragies cérébrales. Ces hémorragies durent rendre aveugle ou paralyse. Voici la conséquence d'une hémorragie chez un fumeur âgé de 38 ans. Chaque cigarette vous détruit. Je suis désolé, hein, je vous en passe comme ça quelques-uns, mais je pense que c'est une illustration qui n'est pas non plus totalement inutile. Ah, celle-là, il ne veut pas me la mettre. Chaque cigarette détruit. La chaîne bouffée, la fumée pénètre au poumon et forme une boucle de boudons. Ceci est un poumon seul. Voici la quantité de boudons déposés en un an en fumant un paquet par jour. Chaque cigarette détruite. Elles ne sont pas toutes de la même série, il y en aura des autres. Chaque cigarette détruit. Les poumons fonctionnent comme des épaules. Ils sont composés de millions d'alvéoles qui transportent l'oxygène. Chaque bouffée attaque ces alvéoles et diminue la capacité respiratoire des fumeurs. Le tabac pourrit leurs poumons. Chaque cigarette détruit. C'est sympathique, hein? Mesdames, Messieurs, c'est une urgence, nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniac. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser et vite. Maintenant, vos propositions. On ne peut pas l'assembler dans une usine de Rotterdam? Et si, c'est moi qui coupe le... Oui. Je voulais mettre un poil plus fort. Mais... Mais c'est fini, c'est quoi pour avoir des écolos sur le dos en 24 heures. Ils ont appris leur micro-raison. Ah, mais c'est tout. On peut pas trouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace. Et si on les fait avaler aux gens? Ah, c'est des trucs dégueulasses, on s'en rend compte. Non, à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien.
de tous ces habitués le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple, ou marketing, les gars qui nous suggérer c'est cool les rebelles, ça marche à tous les coups. Mais ça se fait vraiment en 2000 ans. Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être. Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge de produits toxiques. Ne vous faites pas rouler par la cigarette. Ça va coûter combien dans nos faire? Bah rien, les jeunes sont prêts à payer pour avaler ces Il ne faut pas croire non plus que c'est quelque chose d'inconscient. Ils savent exactement ce qu'ils vendent. Quand on dit qu'il y a de l'ammoniac dedans, l'ammoniac, il est rajouté dedans par les fabricants de tabac. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement irritant pour les voies respiratoires. Mais au moment où vous le respirez, cet ammoniac, il va dilater les bronches. Donc vos bronches qui sont un petit peu toutes encombrées, qui sont pleines de mucus et ainsi de suite, dans lesquelles l'air passe moins bien, eh bien, l'ammoniac passe avec, et à ce moment-là, le fumeur, il a l'impression qu'il respire mieux. Il dit, quand je fume, je suis beaucoup plus détendu. En même temps, ça va l'irriter encore plus, donc après, ça va être encore plus bouché, mais ça, on s'en fout. Donc, on lui a vendu le truc, c'est tout ce qu'il faut. On va rajouter ça, on va rajouter de la nicotine juste avant le filtre. On a remarqué que les fabricants injectaient de la nicotine juste avant le filtre, comme ça, celui qui fume, eh bien, quand il arrive au bout de sa cigarette, il a un petit shoot de nicotine supplémentaire qui fait qu'il va avoir un petit peu plus d'excitation, mais il va être plus vite appelé pour en refumer une autre. Et ils sont au courant de tout dès le départ, ils sont au courant de ce que ça représente et de ce que ça entraîne. Ça, c'est quelque chose qui, je vais dire, depuis le début, ils sont au courant de ça. On pense que non, mais il y a des rapports qui ont été trouvés et prouvés où on montre qu'ils savent exactement. Ils disent, pour nous, la cigarette, on s'en fiche, c'est la nicotine ce qu'on vend. La manière dont on le vend maintenant, on va vous le vendre plutôt sous forme de cigarettes électroniques et ainsi de suite. On découvrira dans X années les effets que ça a, parce que déjà on sait qu'il y a des substances cancérigènes aussi dans les liquides dans lesquels on met cette nicotine. Donc il va falloir un peu de temps avant que ça produise ces effets. Mais pour eux, ils s'en fichent du moment qu'ils peuvent continuer à vous vendre leur dose de nicotine. Pas de problème, quelle que soit la manière dont vous l'achetez. Et alors parfois ils essayent de se racheter une bonne conscience et une bonne conduite. Notamment, il y a quelques années, toute une campagne, ils ont dit, bah oui, on est d'accord quand même, le tabac, ça produit aussi des problèmes. Donc, nous, on va faire des campagnes en faveur des enfants dans les pays en voie de développement. On va leur livrer des brosses à dents, on va leur livrer du dentifrice pour qu'ils puissent apprendre à bien prendre soin de leur bouche et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est qu'ils leur ont fourni des brosses à dents, oui, du dentifrice, effectivement. Ce qu'ils ont oublié de dire, c'est qu'ils ont quand même fourni du dentifrice dans lequel ils avaient rajouté de la nicotine, histoire que ces enfants deviennent aussi plus sensibilisés, plus vite dépendants à la cigarette. Donc quand on voit jusqu'à quoi ils sont prêts, on a des déclarations de certains des cigarettiers. Il y a eu pendant de nombreuses années, bon, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, peut-être que vous les avez encore vus sur Internet, mais on avait l'image du cow-boy Marlboro, là, qui était là sur son cheval dans les immensités là, des États-Unis. Là, il était là libre avec sa cigarette, extraordinaire. Et un des mannequins qui a servi pour cette publicité, eh bien, il était en train de fumer. Et il voit un des responsables de l'entreprise de tabac, et il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là, vous fumez pas? Et l'autre dit, toi tu es toujours en train de fumer. Il dit, mais vous vendez des cigarettes. Et le gars dit, nous vendons cette merde, nous ne la fumons pas. Il dit, on réserve le droit de fumer comment est-ce qu'il avait dit, aux jeunes, aux pauvres, aux noirs et aux imbéciles. Vous voyez toute la considération qu'ils ont pour leur aimable clientèle, extraordinairement sympathique. Donc, c'est le style de gars que l'on va nourrir en allant leur payer des choses qui vont provoquer la mort de ceux qui les utilisent. Ça reste une des principales causes de mort évitables dans le monde. Et devenez reconnaissance mon cœur. Votre niche et votre expérience sont pour nous un
Le tabac est une influence mondiale. L'industrie du tabac doit le remplacer. Et ils ont un marketing qui est expressément dirigé maintenant vers les jeunes, avec des nouveaux produits, cigarettes avec des goûts un petit peu plus menthe, bonbons, des trucs chocolatés, enfin des trucs avec des goûts un petit peu plus funny, qui sont vraiment à destination des jeunes. Donc ne doutez pas d'eux, ils ont des capacités d'invention extraordinaires. Et regardez, on peut se dire effectivement qu'ils ne le savent pas. Voilà des déclarations qui datent de 1963, c'est quand même pas franchement récent. Ils étaient déjà au courant à ce moment-là, ils disaient la nicotine engendre la dépendance, notre activité consiste à vendre de la nicotine, une drogue qui engendre la dépendance. Un autre patron d'une firme de tabac, fumer est un acte de dépendance, la nicotine est une excellente drogue, très 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 efficace. Philip Morris, un autre, la cigarette ne doit pas être considérée comme un produit, mais comme un emballage. Le produit, c'est la nicotine. Il faut considérer le paquet comme le récipient contenant une dose journalière de nicotine, la cigarette comme le moyen de fournir une dose unitaire de nicotine, la bouffée comme le véhicule de la nicotine, la fumée est sans conteste le meilleur moyen de véhiculer la nicotine. Et ces mêmes patrons, quand ils ont été bien plus tard devant des tribunaux en 1994, les patrons de ces mêmes entreprises ont tous dit « Je ne pense pas que la nicotine engendre une dépendance, je pense que la nicotine n'engendre pas la dépendance, je pense moi aussi que la nicotine n'engendre pas la dépendance. » Et ils n'ont pas été condamnés. Pourquoi ? Ça tient à la loi aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, remarquez, ils ont tous dit « Je pense, je ne pense pas », et ainsi de suite. Et aux États-Unis, ce n'est pas un délit de penser. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Ils n'ont pas dit « ça engendre » ou « ça n'engendre pas », sinon ils auraient pu être condamnés. Mais ils ont dit « je pense que » ou « je ne pense pas que ». Donc c'est simplement une opinion, et personne ne peut être condamné pour son opinion. Donc voilà comment ils s'en sont sortis. Et voilà la fameuse citation d'un des exécutifs de Reynolds. Il dit « qu'est-ce que tu fais ?» Je répondis « bien je fume ». Il me dit « tu fumes toujours ce truc ?» Et il dit « mais vous les mecs de chez Reynolds, vous ne fumez pas ?» Il se tourna vers moi et me dit « nous ne fumons pas cette merde, nous la vendons, c'est tout, nous réservons le droit de fumer aux jeunes, aux pauvres, aux noirs et aux imbéciles. » Voilà la fameuse citation qui vient de ces braves jeunes, de ces braves vendeurs de tabac. Alors voilà, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Des pigeons. Donc si vous êtes candidat, effectivement, vous savez déjà à quoi vous vous engagez, mais c'est effectivement extrêmement dangereux. Maintenant, le cannabis devient aussi, c'est le truc à la mode, toutes les stars autoproclamées, ou ceux qui voudraient en avoir l'air, s'affichent avec le cannabis. Dans les émissions pour jeunes, on banalise, c'est super rigolo, c'est super marrant, tout le monde en prend, il n'y a pas de problème. Sauf que le cannabis est extraordinairement dangereux pour le cœur, nettement plus dangereux que ne l'est encore le tabac. C'est extrêmement destructeur. Le taux de monoxyde de carbone avec le cannabis est encore beaucoup plus élevé, donc ça peut provoquer plus d'accidents au niveau de la circulation sanguine. Que aussi il y a des effets sur le plan physique. Une baisse de la salivation, vous allez me dire on s'en fiche, des palpitations liées à l'augmentation du rythme cardiaque, mauvais pour le cœur déjà, un gonflement des vaisseaux sanguins, une diminution de la salivation, je dois le couper visiblement je l'ai 2 fois, une baisse du taux de sucre sanguin, ça peut déséquilibrer un petit peu certaines choses, et on dit un joint est théoriquement aussi nocif pour les poumons que 4 à 10 cigarettes. Donc fumez un joint, et c'est comme si vous aviez fumé pour vos poumons 4 à 10 cigarettes. Donc qu'on arrête de faire croire que c'est complètement innocent, c'est une véritable catastrophe. Non seulement à ce niveau-là, mais les effets psychologiques sont aussi énormes. On dit voilà, ces effets, ça dépend effectivement de l'un à l'autre, de la régularité, de la quantité et de la fréquence de la consommation, mais c'est aussi des conséquences au niveau social, où on se coupe un petit peu des autres généralement, où on va avoir une diminution de la mémoire et de la concentration. Donc ceux qui fument, les effets au niveau des performances scolaires, travail et autres, ça descend et ça se casse la figure. Une perte de motivation, de l'anxiété, on est moins bien dans sa tête et on est plus anxieux, on craint plus, on est mal à l'aise, beaucoup plus mal à l'aise. Parfois, il peut y avoir des crises de panique et beaucoup plus de dépression. Ça peut mener aussi très clairement à des psychoses.
il faut le savoir qu'il y a un risque. Maintenant, les psychiatres lancent un cri d'alarme qui, évidemment, n'est pas du tout relayé parce que ce n'est pas du tout à la mode. Mais les psychiatres disent « faites gaffe, cannabis, c'est une catastrophe ». Et encore plus pour les jeunes hommes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas pour les filles, mais pour les jeunes hommes, c'est beaucoup, beaucoup plus dangereux. Il y a énormément de jeunes qui, parfois, après une seule prise, parfois après plus, mais parfois après une seule prise, peuvent tomber dans ce qu'on appelle des psychoses. Et ça, c'est nettement plus grave. Psychose, ça veut dire que vous allez avoir des gens qui vont verser dans la schizophrénie, qui deviennent complètement déconnectés. Et là, pour les récupérer, vous pouvez y aller. Et je sais de quoi je parle. J'ai perdu un frère adoptif comme ça. Donc, il a eu touché effectivement au joint. Il a basculé en schizophrénie. On n'a jamais réussi à équilibrer le traitement et il est décédé du fait qu'il ne savait plus prendre soin de lui et que ça devenait n'importe quoi. Des crises de délire, entendre des voix et ainsi de suite. Enfin, voilà, conséquence simplement de ce magnifique peut-être petit joint extraordinaire. Donc, oui, vas-y. Ça demande la croissance aussi. Oui. Je pense que c'est plus livré, tout ça. C'est toujours des physiques d'enfants à cause de cannabis. Oui, ça peut entraîner des retards. De droite, Non, mais ça entraîne de toute manière des perturbations du fonctionnement normal de l'organisme. Ça, c'est radical. Maintenant, savoir si c'est définitif, pas définitif, et ainsi de suite, ça, c'est toujours des choses qui sont sujets à ta discussion. Mais bon, ça a un effet important. Oui. Je connais aussi des jeunes sur le mécanisme du problème, qui sont dans un centre psychiatrique à Charleroi. Oui. À un certain moment, je pense que ça devait dépasser. Ah oui, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas savoir quand ça va dépasser. C'est pour ça que je le dis. Certains, effectivement, sont des fumeurs réguliers et arrivent à rester encore plus ou moins, va-t-on dire, ils ont l'air d'être encore plus ou moins normaux. Il y a déjà des effets, mais ça va. Mais il y en a où, après une seule prise, ils ont versé en psychose. Et vous avez des schizophrènes qui peuvent devenir extraordinairement dangereux, qui peuvent devenir celui qui avait attaqué une crèche là, et poignardé des enfants là, il y a quelques années ici en Belgique, Kim de Gelder, c'est aussi quelqu'un qui a fait des crises de schizophrénie. Et bon, il peut y avoir d'autres causes à la schizophrénie, mais le joint est une des causes connues et extrêmement dangereuses pour ça. Donc, c'est redoutable. Niveau alcool, je veux quand même vous montrer quelques petits films parce que souvent là aussi on banalise un petit verre, c'est pas grand chose, ou alors tant que c'est pas régulier, ou bien certains alcools c'est pas grave, on entend tout et son contraire, donc voilà, je voulais quand même vous passer quelques. Vous le savez, l'alcool peut provoquer des cancers du foie, mais c'est lui qui provoque 2 fois plus de cancers du sein, et aussi des cancers du côlon et du rectum, de la bouche, du pharynx, de l'œsophage et du larynx. Ces cancers sont liés à l'alcool. Ok, donc. C'est l'ouvrage. L'Institut national du cancer. Ce sont des données assez récentes, parce que jusqu'à il y a quelques années, même encore dans les médias, on disait encore assez facilement, mais non, l'alcool c'est pas mauvais tant que c'est raisonnable et ainsi de suite. Depuis déjà un peu plus d'1 an et l'été dernier, ça a augmenté les messages et les études qui montrent que non, l'alcool c'est mauvais, c'est une crasse dès le départ. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est véritablement dramatique. Je vous montre un petit extrait du journal de France 2. Vous allez voir aussi, ils sont assez clairs dans ce qu'ils disent. Voilà une étude qui s'attaque à un savoir-vivre bien français. Déguster du bon vin, partager un verre entre amis est dangereux pour la santé dès les premières gorgées. Cette étude du Lancet, menée dans 195 pays pendant plus de 20 ans, affirme qu'il n'y a pas de dose inoffensive. Un verre de vin par jour pendant 1 an augmente de 0,5 le risque de maladie. Ce qui change avec cette étude, c'est son importance, sa puissance, le nombre d'études de chercheurs qu'elle a associées, elle assassine un mythe, c'est le mythe du premier verre qui serait bénéfique ou qui pourrait protéger le cœur, etc. Il n'en est rien. Il n'en a rien, l'étude de Ronsat le démontre clairement. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, le ballon rouge au bistrot ou le calva
Ça ne pouvait pas empêcher un travailleur manuel de prendre son petit café, son petit rhum. Et ça, c'est pas la classe. En 1984, dans une campagne de prévention, le ministère de la Santé affirmait même qu'en dessous de 2 verres, pas de risque. Non merci, un verre ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. En réalité, un seul verre par jour suffit à entraîner des risques accrus de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'AVC et de cirrhose. Une consommation quotidienne qui provoque même chaque année 100 000 décès dans le monde. Mais de là à remettre en cause une tradition bien ancrée, les consommateurs ne sont pas tous d'accord. Oui, mais je pense que c'est quand même le son vin. Oui, exactement, parce que le son vin avec son fromage, etc., je pense que ce serait totalement du gâchis et de l'impasse sur notre culture de s'arrêter complètement dans le corps. Je pense un petit peu la famille à la française, ce verre de vin qui est agréable. Un peu plus, c'est certainement néfaste. Ça, je pense que dans le choix. Avec 4,9 verres par jour en moyenne pour les hommes, 2,9 verres pour les femmes, on est loin du zéro alcool prôné par l'étude, un sevrage aussi radical que culturel. Alors, ils le disent déjà ici, l'idéal, ce serait du zéro parce que maintenant, on constate que ce qu'on disait, oui, un petit verre de vin rouge notamment, c'est bon pour le cœur, hein, ça protège au niveau du cœur. Non, c'est une source d'irritation dès le début, donc c'est déjà quelque chose qui est mauvais. Et puis, il ne faut pas oublier le fonctionnement de l'alcool. L'alcool, quel que soit le type d'alcool que vous prenez, il a une capacité particulière, c'est qu'il passe les barrières de défense de votre cerveau. Hein, le cerveau, il y a des barrières qu'on appelle phospholipidiques du cerveau, il est protégé contre pas mal de choses, mais l'alcool, lui, il passe. Et quand l'alcool se retrouve au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, c'est barbecue de cellules nerveuses, donc ça crame des neurones. Ils sont fichus, vous allez griller des neurones en quantité. Et donc, on va dire, oui, c'est pas grave parce qu'on en a des milliards et des milliards, et donc ça va, on ne voit pas venir. Mais c'est comme si vous étiez assis sur une branche, vous êtes assis sur une branche, et chaque jour, vous sciez un petit peu en disant, oh, c'est pas grave, elle est épaisse. Oui, mais oui, ça a quand même des effets, et ces effets, à la longue, sont aussi des effets extrêmement négatifs pour nous. Et les effets, ils vont être des effets à court terme, effectivement, hein, perte de coordination motrice, d'équilibre, de perception du jugement, et puis il va y avoir différentes phases qui vont évoluer hein, de l'euphorie à l'endormissement. Une première phase qui est une phase d'excitation, un taux d'alcoolémie inférieur à 0,7 dans le sang, on est un peu joyeux, désinhibé, bavard, familier, ainsi de suite, on devient ivre, et puis il va y avoir des fonctions qui sont déjà atteintes, c'est-à-dire la vigilance, le niveau d'éveil, hein, la perception, la mémoire, l'équilibre, le jugement, tout ça c'est déjà diminué dès le début. La phase d'ébriété vraiment, hein, entre 0,7 à 2 grammes, les troubles de l'équilibre sont déjà nettement plus présents, du mal à parler, une phase où vraiment, là au niveau vigilance, il n'y a quasiment plus rien, hein, et qui va jusqu'à la somnolence et à la torpeur. Il y a des gens qui peuvent tomber, si ça va plus loin, ça peut tomber dans le coma, oui. Torpeur, tu es dans un état un petit peu zombie, hein, si je peux dire. Et puis tu as une phase d'endormissement. Le taux d'alcoolémie est encore plus élevé. Après une période d'excitation, on s'endort. Si le taux d'alcoolémie est supérieur à 3 grammes dans le sang, il y a un risque de coma éthylique et qui peut mener effectivement au décès. Hein. La personne risque de se refroidir. Aussi, le grand mythe, c'est que l'alcool réchauffe. L'alcool ne réchauffe pas. L'alcool dilate les vaisseaux sanguins et donc la chaleur va arriver effectivement plus en périphérie, mais donc elle va être aussi beaucoup plus évacuée du corps. Et il y a beaucoup de gens qui tombent en hypothermie en hiver et qui vont justement être risqués de mourir de froid. On en retrouve régulièrement qui ont des accidents comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont consommé de l'alcool et que ça leur permet vite d'évacuer leur chaleur. Alors, dans les effets, il va y avoir des comportements à risque hein, dans les effets. Après un verre, un risque inverse, risque d'accident de la route ou de la vie courante multiplié par 3. Après un verre, c'est pas grand-chose. Après 3 verres, le risque est multiplié par 10. L'ivresse est associée à 40% des décès de la circulation. Vous retirez l'alcool, 40% des décès sur la route en moins. C'est quand même pas rien.
25 à 35% des accidents de voiture non mortels en moins, 64% des incendies et des brûlures en moins, 48% des hypothermies en moins et des cas de gelure, 40% des chutes en moins et 50% des homicides aussi. Donc la moitié des homicides supprimés si vous n'avez pas l'alcool. Donc l'alcool est également un facteur d'agressivité, il serait responsable de 50% des rixes, de 50 à 60% des actes de criminalité, de 20% des délits. Donc vous voyez qu'il y a quand même un lien qui est quand même assez fort. Je ne dis pas que c'est la seule cause qui peut y mener, mais c'est associé à un fait qu'on ne sait plus gérer, qu'on ne sait plus juger, qu'on est plus agressif, plus réactif, et donc effectivement il y a beaucoup plus de risques que ça dérape. Oui. Des rixes, des bagarres, des big bagarres. C'est les petits trucs entre bandes et ainsi de suite. Quand ils se battent, on dit il y a une rixe. Les effets à long terme, nombreuses maladies, on l'a dit, cancer, bouche, œsophage, gorge, maladie du foie. Le foie, c'est quand même extraordinairement important. Le foie filtre tout le sang qui passe dans le corps. Il élimine les toxiques, donc si vous ne le gardez pas en bon état, c'est extrêmement dramatique. On répare plus facilement les problèmes au cœur que des problèmes au foie. Il faut savoir que c'est nettement plus délicat. Alors, mais ça provoque aussi effectivement des maladies au niveau du pancréas, dramatiques aussi, c'est mortel très rapidement. Le pancréas, c'est une saleté. Quand vous développez un cancer au niveau du pancréas, c'est très risqué. Maladie du système nerveux, troubles psychiques, anxiété, dépression, irritabilité, troubles cardiovasculaires et ainsi de suite. Donc, on dit voilà, un décès masculin sur 7 est attribuable à l'alcool. Ce qui ne veut pas dire que sans alcool on ne meurt pas, mais on peut vivre plus longtemps et dans de meilleures conditions, ce qui quand même ne gâche pas le plaisir. Donc voilà, bon, je passe un petit peu là-dessus. La femme enceinte risque pour le cerveau de l'embryon aussi. La bonne réputation de la consommation modérée de l'alcool, elle est de plus en plus relativisée par les études récentes, comme vous l'avez vu dans le petit film, et on sait de manière certaine que ça provoque de l'hypertension et des accidents vasculaires cérébraux qui sont augmentés par l'alcool. Vous allez le voir dans un petit film aussi. Au niveau de l'appareil digestif aussi, donc beaucoup plus de risques qu'il y ait une inflammation chronique, et ça peut aussi mener à des cirrhoses, à des problèmes de cancer aussi au niveau de l'estomac et autres. Donc, deuxième cause de mort évitable, juste après le tabac, quand même pas rien non plus. Oups, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, je vais vous remettre celui-ci. Faites bien attention aux chiffres, ça va passer vite. Augmentation de 9 à 168% pour certains cancers. Alors, il faut savoir que les risques qui sont évoqués là, ce sont des risques qui sont assez forts, et ces risques se multiplient les uns les autres. Donc, si vous avez par exemple, avec le fait de boire, si vous multipliez par 10 certains risques, et que vous fumez en plus, ça ne va pas être 10 plus 10, ça va être 10 fois 10. Donc, vous avez un risque qui est augmenté de 100. Et chez les femmes, il y a notamment ce qu'on appelle le triangle de la mort, tabac, alcool et pilule. Ça c'est le trio gagnant pour pouvoir avoir des accidents vasculaires cérébraux. C'est extraordinaire ça pour les dames. C'est vraiment le truc le meilleur pour risquer d'en avoir. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand vous repensez à ces choses-là et que la Bible elle vous met en garde contre la consommation d'alcool et ainsi de suite, mais dites mais misère, mais on n'est pas puni et privé, on est béni.
C'est une bénédiction de la part de Dieu. Il souhaite protéger chacun d'entre nous, il souhaite qu'on reste libre, il souhaite qu'on ne soit pas frappé justement par ces problèmes-là, qu'on ne soit pas non plus, nous, entraînés à avoir des comportements qui non seulement ne rendent pas témoignage de ce qu'il est, mais qui peuvent aussi nous faire commettre des actes qu'on peut bien regretter plus tard. Donc, c'est une bénédiction, c'est pas une privation. Moi, je me sens pas... Vous savez, parfois, je vois des membres d'église, ça arrive, on se retrouve parfois dans des fêtes où il n'y a pas spécialement un cadre d'église. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver là et de voir des membres d'église qui tout d'un coup me voient du coin de l'œil. On leur proposait une coupe de champagne ou quelque chose, vous savez, puis tout d'un coup, ils me voient. Ils disent « Non, s'excuse, on ne boit pas ou on ne peut pas. » Et je les vois et en même temps, je suis triste pour eux, quoi. Je me dis, mais vous passez à côté de la richesse, c'est pas une privation, c'est un cadeau. Parce que pour le prix où vous allez vous payer la plus mauvaise piquette, le plus mauvais vin ou le plus mauvais alcool, ça coûte cher quand même, mine de rien, pour ce prix-là, moi je peux me payer un cocktail de jus de fruits tropical, bio, de première qualité, frais pressé, pour moins cher, je veux dire. Donc, est-ce que je me sens puni ? Pas du tout. Moi, je m'excuse, mais je ne suis pas puni. Pour moi, la fête, c'est vraiment pas de s'éclater en devenant complètement bourré. Mais je trouve que c'est un cadeau. Moi, j'ai pas l'impression d'être privé de quoi que ce soit. Je trouve vraiment que c'est une chance qu'on a. C'est vraiment un cadeau merveilleux qui nous est donné. Alors, des autres drogues, il y en a des tonnes. Je peux pas toutes les citer, effectivement, mais toujours, elles ont une caractéristique commune. Perte de la liberté, perte de la capacité d'estimer justement ce qu'elles nous causent et destruction qui peuvent aller parfois très loin. Regardez la photo que je vais vous montrer là, c'est une photo des ravages créés par la drogue crocodile. Là, On prend, vous voyez ce que ça cause, ok, c'est super. Et c'est pas après 500 000 prises, ça c'est autre chose. Alors, je vous ai dit quand même que je terminerai sur un truc un petit peu plus joyeux pour parler un petit peu des standards de l'alimentation. C'est quelque chose simplement pour nous, pour garder aussi en tête. C'est pas pour faire le censeur. Moi, je vérifie pas ce qu'il y a dans les assiettes des gens. Mais tous, vous avez reçu votre santé. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. On n'a pas tous des santé équivalentes. Mais tous, on a un capital qui nous a été donné. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on en prend soin ? Pour notre bonheur, pour le bonheur de ceux qui sont autour de nous, pour le témoignage qu'on donne autour de nous, on a une responsabilité. Et vous avez effectivement ici, on va dire la base de l'alimentation, ça va être justement des glucides, de préférence un petit peu complets parce que c'est plein de sels minéraux et c'est mieux pour la digestion et pour la protection contre les cancers. Des fruits et légumes. Au-dessus, il y a effectivement ce qui va être protéines animales quand on en mange. Il y a aussi des pyramides qui sont des pyramides végétariennes ou végétaliennes. Et puis, donc, fruits et légumes ici. Et puis, vous allez avoir tout ce qui est plutôt viande, poisson, œufs, fromage, et ainsi de suite. Et au-dessus, ce qui va être les huiles et les sucreries. Sucre, le sucre, les sucres raffinés, ainsi de suite. D'après les études, c'est un poison extraordinairement mortel. Ça cause des drames. L'industrie du sucre est une industrie qui ramène des quantités d'argent phénoménales. On met du sucre partout et c'est quelque chose qui rend plus dépendant que l'héroïne. Donc, on a beaucoup de difficultés à se sevrer soi-même du sucre. Moi-même, j'ai une petite bouche à sucre, et si on m'attrape avec une bonne boule de glace, il est probable que j'ai eu du mal à ne pas suivre. Donc, il faut rééduquer son goût. On a pris des habitudes, elles ne sont pas toujours bonnes, mais on peut tous progresser. C'est intéressant quand même d'y réfléchir. D'après les experts, la consommation de sucre dont on a besoin, c'est 0. Je ne dis pas des sucres tout court, parce que vous en avez dans les glucides, ça se transforme dans des sucres, dans des carburants. Mais ces sucres raffinés et ainsi de suite, ce dont nous avons besoin pour être en bonne santé, normalement, 0. Par contre, leur action sur toute la santé, les problèmes justement de santé sont multiples. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus maintenant. Je dis ça, ce n'est pas la pyramide normale, voilà, ce n'est pas la pyramide alimentaire. Je ne dis pas que de temps en temps on ne peut pas se faire plaisir, mais bon voilà, c'est pas non plus ça, donc voilà. Alors, essayez aussi d'éviter les grignotages. Je sais que quand on est jeune, quand on est en pleine croissance, c'est moins dramatique.
Moi, quand j'avais votre âge, à midi, je mangeais 12 tartines comme ça avec du fromage, hein, ok? Donc, oui. Oui, bah oui. J'en mangeais 12 avec bien du fromage dessus. Je prenais 2 bols de soupe avec. Et quand je rentrais chez moi, je prenais un yaourt auquel je rajoutais de la crème fraîche pour que ce soit plus agréable, hein, jusqu'au bord. Et puis, je mangeais facilement des chips ou alors éventuellement un bol de glace avec meringue, crème fraîche, chocolat, tout ce que vous voulez. Et si je ne faisais pas attention, je perdais 1 kilo par mois. Ok ? Ça, c'était à l'époque. Mais dites-vous bien qu'avec l'âge aussi, les choses changent. Le métabolisme fonctionne très différemment. Jusqu'à plus ou moins la quarantaine, ça allait assez bien. Mais c'est comme si vous passiez au supermarché. Vous savez, pendant toutes les années où vous êtes jeune, vous mangez tout ce que vous voulez. C'est comme si vous passiez les articles sur le tapis du supermarché. Et puis tout d'un coup, on arrive à 40 ans et tout d'un coup, on vous dit, la vendeuse vous dit, c'est autant le total. Et là, tout d'un coup, on prend. Hein? Il suffit à ce moment-là de regarder les aliments et vous commencez déjà à grossir. Donc, c'est plus pareil. Mais regardez ça, un petit sachet de chips, 30 grammes, c'est minuscule, hein, c'est les plus petits machins. Hein. C'est des tout petits sachets, hein, ok. C'est ceux qu'on n'achète jamais parce qu'ils sont trop petits. Hein. Vous en avez pour 2 bouchées. Eh ben, un sachet comme ça, c'est comme si vous preniez une cuillère à soupe d'huile. Ok. Un sachet de cacahuètes, 5 cuillères d'huile. Donc ça c'est au niveau graisse. Donc vous voyez, les cacahuètes extraordinairement riches. Les cacahuètes fraîches qu'on sert au Rwanda, c'est quand même nettement mieux. Hein, mais... Alors, un soda, 7 sucres. Un 33 centilitres. C'est comme si vous mangiez 7 blocs de sucre. C'est quand même pas rien non plus. Hein. Et pour le perdre, après, vous pouvez y aller. Hein, vous pouvez en faire du sport. Hein. Même un soda... c'est pas en faisant une demi-heure de sport que vous allez le perdre. Hein. Une barre chocolatée, c'est 5 à 7 sucres et 1,5 cuillère d'huile. Ça fait mal, hein? C'est une moyenne, hein? C'est pas... Ne vous imaginez pas qu'il y en a qui échappent, hein. Il y en a où ça peut être un peu pire ou moins, mais c'est quand même tous plus ou moins pareil. Voilà, j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des choses encore que vous vouliez partager. Oui. Le sucre, ça aide à se concentrer aussi, non? Non. Oui. Alors, ça donne de l'énergie. Oui, c'est une source d'énergie, mais cette source d'énergie, comme je disais, tu peux l'avoir dans d'autres types de sucre, tu peux l'avoir autrement. Il y a bien d'autres manières de pouvoir alimenter son organisme et on n'a pas ce besoin, c'est pour ça que je dis on n'a pas besoin de ces sucres-là. Et ceux-là ne sont pas positifs, ils vont avoir un effet sur notre corps qui n'est pas bon. Alors je vous dis ça, et je ne suis pas en train de devenir un ayatollah de l'anti-sucre. Moi, ça m'arrive aussi de temps en temps de me rabattre sur un petit œuf au chocolat. Hein, voilà, donc ça arrive. Mais je pense qu'il faut qu'on soit conscient que ce n'est pas quelque chose qui est bon pour nous et qu'il faut qu'on arrive à se maintenir dans quelque chose qui est épisodique, raisonnable. On se fait un petit plaisir de temps en temps, mais il ne faut pas que ça devienne une habitude de vie parce que ça devient aussi très vite une dépendance. Le café, le thé, ce genre de choses-là peuvent devenir des dépendances. Je ne vous parle même pas de vos soi-disant boissons qui est censées donner des ailes et autres boissons hyper caféinées. C'est une crasse absolue, hein. Mais là, on parle de quelque chose qui peut être potentiellement dangereux. Outre le sucre, le taux de caféine est tellement important que pour le cœur, c'est extrêmement mauvais. Hein. Et vous avez une dépendance à la caféine. La caféine, c'est un fonctionnement voisin de la nicotine. Ça fonctionne de la même manière. D'ailleurs, quand nous, on a des gens qui arrêtent de fumer, on leur dit pas de café. Parce que s'ils prennent du café pendant qu'ils sont en train d'essayer d'arrêter de fumer, ils entretiennent le même mécanisme de dépendance au niveau du cerveau, ils l'entretiennent en lui donnant une substance voisine. Hein. C'est très très proche, c'est un alcaloïde assez proche. Donc théine, caféine et ainsi de suite, tous ces trucs en in, à part angine peut-être, ou janine, mais sinon le reste, c'est des substances, des alcaloïdes qui fonctionnent plus ou moins de la même manière. J'ai une question.
Au café, tout le monde en consomme. Non. Mais presque tout le monde, oui. Oui, beaucoup, oui. Oui, oui. C'est quoi les dangers du café? C'est dommage, j'ai quelques images qui auraient été super intéressantes. Toutes ces substances sont des déstructurants nerveux. Ce sont des choses qui sont un petit peu des excitants et des choses qui dérégularisent et qui nous font perdre un petit peu le calme et l'organisation et ainsi de suite, et qui provoquent justement cette dépendance. Je vous raconte une expérience pratique, j'arrive tout de suite. Juste une petite expérience pratique. On a une dame qui nous avait raconté cette expérience aussi dans un plan de 5 jours. Elle avait envie de se prendre un petit jour de congé quand elle était, comment est-ce que je vais dire, elle était au travail, elle avait envie d'un petit jour de congé supplémentaire. Elle s'est fait un thermos de café hyper serré, vraiment bien fort, et elle l'a bu, alors qu'elle n'avait pas spécialement l'habitude de boire du café. Donc l'effet excitant du café était extrêmement fort. Elle est arrivée qu'elle transpirait, elle est devenue toute pâle et tout. Son patron, il a vu, il a dit « mais ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Rentre à la maison, tu peux pas rester comme ça. » Elle s'est dit « ouais, bingo, c'est génial. » Elle a voulu le refaire un peu plus tard. Elle a refait le même coup, ça a remarché, mais l'effet était moins fort. Parce que l'organisme s'habitue. Et justement, il finit par en avoir besoin. Et c'est après, quand tu ne l'as pas, que tu fonctionnes plus normalement. Tu me demandes quel est l'effet négatif? C'est que justement, généralement, au matin, on a besoin de sa petite tasse de café pour émerger, pour pouvoir se réveiller. Et que, paradoxalement, nicotine et caféine, c'est la même chose. C'est que tout au long de la journée, ça va avoir un effet excitant. Et au plus l'organisme est comment est-ce que je vais dire, au plus il va recevoir des doses de ces excitants, à la fin de la journée, il va devenir calmant. C'est un effet paradoxal, c'est que quand une fois qu'il y a une imprégnation qui est très forte, ça devient calmant. Et pour finir, il y a des gens qui ont besoin de leur tasse de café ou de leur dernière cigarette pour pouvoir se calmer et s'endormir. On est d'accord. Non, mais je comprends, je sais que certains le prennent à cause de ça pour essayer de tenir, parce qu'on a des rythmes de vie qui sont aussi parfois malsains, qu'on a du mal à avoir le repos. Je mets ma main sur ma tête et je regarde qui est en dessous. On n'a pas le repos qu'il nous faut. Je ne suis pas en train de venir ici comme un donneur de leçons en disant je sais tout, je fais tout bien, c'est magnifique, mais on réfléchit ensemble, on réfléchit à ce à quoi Dieu nous invite, tu vois. Mais ce n'est pas quelque chose ni de nécessaire, ni quelque chose qui va induire de bonnes choses. Ça va induire justement aussi petit à petit une dépendance et de quelque chose qui n'est pas bon, ni pour ton cœur, ni pour le reste de l'organisme, qui a un effet irritant aussi. On dit aussi, ça je ne l'ai pas vérifié, mais que ça aurait un effet décalcifiant, donc aussi qui fait perdre du calcium. Mais je ne sais pas, ça, je ne m'avancerai pas plus loin, je ne suis pas non plus médecin, toi tu sais peut-être déjà, je ne sais pas. Bref, il y avait oui, vas-y. Oui. C'est moins mauvais de mettre du miel que de mettre du sucre, on est d'accord. Maintenant, je dis pas que ça devient pour autant excellent et qu'il faut manger du miel à fond la caisse. Le miel, c'est déjà un peu mieux que le sucre blanc, d'après ce que l'on voit. Quand on mange des sucres, il vaut mieux, si on mange des sucres, qu'ils soient, généralement, on dit le moins raffiné possible, donc le plus naturel avec... Oui, et pas seulement le sucre de canne, même dans le sucre de canne, vous avez des sucres de canne raffinés, et vous en avez d'autres qui sont presque bruts, dans lesquels il y a encore tous les sels minéraux et les bonnes choses que aussi ça peut contenir, mais malgré tout ça reste du sucre et ça reste pas excellent. Mais même sans ton sucre, qu'est-ce qu'il y a dans le thé? Tu vas avoir et de la caféine et de la théine, qui est aussi une substance voisine. Tu as les deux dedans, donc c'est double bingo. C'est pas mauvais pour tout, il y a des choses, on dit aussi, ça a des effets antioxydants et ainsi de suite, donc je ne dis pas que tout est mauvais dedans, mais est-ce que c'est quelque chose de nécessaire et est-ce qu'il n'y a pas des risques justement d'entrer en dépendance à ce niveau-là? Je n'en sais rien. Je ne suis pas spécialiste. C'est pour ça que je n'ai pas voulu m'aventurer beaucoup sur les questions de caféine et théine, mais je vous dis, méfiance quand même pour ne pas rentrer dans des dépendances autres. Il y a des gens qui sont complètement dépendants de chocolat, dans lequel il y a aussi justement de la caféine et autres, et d'autres petites substances, avec parfois des effets positifs, oui, mais souvent aussi beaucoup de sucre et beaucoup d'autres choses dedans qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont pas bonnes. Donc voilà, j'espère ne pas dire trop de bêtises, mais je pense ne pas m'aventurer non plus trop loin. Autre remarque, question, pas d'accord, allez-y.
Vous êtes plus nombreux que moi. C'est plutôt une expérience que j'ai vécue quand je suis arrivé dans ma tête. Comme il y a beaucoup de gens qui boivent et que chaque fois qu'on se demande pourquoi est-ce que quoi, des suivis sociaux, bien, c'est bon, dans ma tête. Tous ceux qui buvaient trouvaient ça positif. Mais quand je suis arrivé sur le 29, et que du coup, moi, je ne peux pas, on arrivait avec des soupers entre potes à projet et tout ça, et les gens qui m'ont fait un verre, et moi je ne bois pas d'alcool. Bizarrement, 9 fois sur 10, la réaction que j'ai de la part des gens, c'est après de la chance. Oui. Et, enfin, notamment, moi je ne comprenais pas, parce que quand je me posais la question, qu'est-ce que ça t'apporte, ils me disaient, mais je suis plus social, que des points positifs. Mais quand je me disais que je ne pouvais pas, et qu'on était en petit comité, la réaction était faire de la chance. Et je vais abonder dans ton sens. J'ai eu une expérience quasi similaire et qui m'a frappé. Moi, quand j'avais votre âge et que j'étais à l'église, à ce moment-là, j'étais à l'église à Woluwe, on avait eu une fois une soirée avec des jeunes compagnons aînés à l'église. Et voilà, on avait fait une soirée entre nous, un souper pâtes, on a fait des jeux de société et ainsi de suite. Et j'étais un petit peu frappé de voir que dans le fond, les jeunes de notre église qui étaient là, ils bavaient de faire comme on fait dehors. Ils n'avaient qu'une envie, entre guillemets, l'envie de faire comme les autres, de sortir et d'avoir le même type de vie que les autres, de se sentir un petit peu privé de certaines choses. Et on a eu un jeune qui n'était pas du tout de l'église, qui est venu ce soir-là, et qui est venu avec nous, il a passé la soirée, et à la fin de la soirée, il nous a dit « Oh, extraordinaire, si vous saviez quelle chance vous avez et quelle joie c'est de pouvoir partager un bon moment, on est ensemble, on est joyeux, sans avoir besoin de se bourrer, de se rendre malade, d'être complètement torché, et ainsi de suite. » Et lui se rendait compte que c'était un cadeau, alors qu'entre guillemets, ceux qui étaient dans l'église avaient l'impression, entre guillemets, qu'ils étaient comme brimés, qu'on les empêchait de vivre leur vie. Et c'est pour ça que je dis, je veux aussi le partager avec vous, parce que moi, personnellement, je pense vraiment que c'est une chance, que c'est des cadeaux. C'est pas une limitation, c'est pas de la tristesse, c'est de la joie. Moi, je vous dis, je suis vraiment pas triste du tout. Hein. Quand je vois les problèmes que ça cause, quand je vois le nombre de drames familiales, quand je vois les accidents, les meurtres, les familles détruites par ça, les accidents que ça va causer, et ainsi de suite, mais vous voudriez que j'en prenne, mais pourquoi ? Je me sens malheureux de ne pas en prendre, mais pas du tout. Pour moi, je vous dis, c'est vraiment, je ne me sens pas du tout triste. C'est une chance. Et on ne doit pas être honteux de ça, entre guillemets. Ce n'est pas non plus devenir militant au point d'agresser les autres qui ne feraient pas le même choix que nous. Mais on peut être heureux et fier et à l'aise des choix qu'on fait, parce que ce sont des choix qui valent la peine d'être faits. Et au niveau mondial, on a toujours l'impression que c'est quelque chose d'hyper commun et ainsi de suite, mais les choix de santé qu'on fait au niveau mondial, ils sont assez communs. Il y a beaucoup de gens qui les font. Hein. Donc, oui, attention, hein, parce que maintenant ils sont en train de nous rattraper. Hein. Les jeunes Anglais, le binge drinking et tout ça, ils y vont bien. Hein. Oui, mais tu en as eu quelques-uns. Hein. Oui, ok, mais j'ai vu quelques reportages sur l'Angleterre, je m'entends dire qu'ils étaient en train sérieusement de s'appliquer à rattraper leur retard. Hein. Voilà, moi, je ne sais pas si vous avez encore des remarques, des questionnements, des machins, des choses où vous êtes d'accord, pas d'accord, des questions sur l'une ou l'autre drogue, sur ceci ou cela. Oui. Je pense que le contraire de ces exemples existe aussi. C'est-à-dire des gens qui sont là, je sais que ça craint. Ouais, non, effectivement, on va dans les bas. Des gens qui sont contents de ça. Ah oui, oui, non, bien sûr. Et, mais le fait que je voulais en venir, c'est que, en fait, tout ça, c'est la dépendance et tout ça. Et je pense pas que, à part ceux qui sont bien enseignés, genre au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait que le café c'est mauvais, que le thé c'est mauvais, le sucre c'est mauvais, etc. Donc, en soi, c'est pas la raison qui les pousse à faire ça, c'est secondaire des effets que ça sur le corps. Donc, c'est pas parce que j'ai un ami qui fume et que j'ai respiré ça, et que la nicotine s'est imprimée en moi, je dis ok, moi aussi je vais fumer.
C'est plus un besoin psychologique. Au départ. Oui, au départ, oui. Et ce qui fait que nous aussi, c'est pour ça qu'on ressent une privation entre guillemets. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que eux ils ressentent et que nous, on passe par quelque chose. Un exemple, par exemple, un enfant qui veut partir en soirée avec ses amis, on lui dit non, tu ne peux pas sortir. Mais à la place de ça, on ne lui propose rien à la place. Il reste à la maison seul. Et donc je pense que c'est ça aussi que les droits au c'est ça apporte quelque chose. Qu'il faut développer des alternatives. Mais bien développer le moyen, c'est ça exactement. Par exemple, le bonheur qui est à l'alcool, à sa stabilité, on va dire ça peut venir par un autre moyen. Et je veux dire, ici vous êtes entre vous, moi je vous ai vu à midi, vous n'aviez pas besoin, enfin à moins que vous ayez été sous influence, j'ai pas fait de test. Mais je veux dire, je vous ai vu ensemble, vous pouviez partager ensemble, vous n'aviez pas forcément plus de problèmes au niveau sociabilisation que d'autres. On peut être ensemble et arriver à passer ces barrières et apprendre à se connaître et ainsi de suite sans avoir besoin de ça. C'est une question d'habitude et c'est une question aussi sociale. Je veux dire, c'est très lié. Maintenant, il y a des facteurs qui se retrouvent d'office. Pour qu'il y ait une fête, il faut généralement de la musique qui braille. Hein? Au plus il y a du volume, au plus c'est fait. Hein? Tu t'exploses les tympans, tu n'as plus d'oreilles. Ça aussi, c'est un autre truc qu'on pourrait discuter. Mais bon, voilà. Hein? Tu t'exploses les tympans, tu n'as plus rien du tout pour écouter. Ça détruit les neurones de l'audition. Et il faut ça et de l'alcool. Généralement, pour qu'il y ait fête, ce sont les deux facteurs. On associe toujours musique et alcool. Et c'est culturel, ce sont des habitudes qu'on se crée. Et on peut très bien découvrir qu'il y a moyen de vivre ça autrement. Moi, je suis d'accord sur le plan de Alain, en fait, c'est pas des éléments rationnels. Parce que justement, et tu viens de le dire, c'est des questions culturelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les gens ne font pas des choix en fonction de qu'est-ce que ça va apporter, ils font des choix en fonction de dans quel coup ça va permettre d'entrer. Est-ce que je le considère comme normal ou pas normal? Mais en réalité, je pense que c'est parce que aussi en tant nous, tous ceux qui ne boivent pas, on ne le fait pas sur tous les corps qu'on ne boit pas. Et donc, on pense que tout le monde boit. C'est ça, parce que nous, on ne dit pas tout le monde qu'on ne boit pas. Ceux qui boivent, tu le vois, c'est visible. Et donc, trop souvent, et ça va, c'est le jeu des minorités et des majorités, c'est que là, ce sont les minorités qui groupent, que tout le monde boit. Et du coup, tout le monde se dit que tout le monde fait comme ça. Et moi, je connais des gens qui je reviens parce que je ne pas un des gens, quand ils sont avec moi, ne boivent pas. Et vous êtes à un âge? Ils sont dans un lieu de gens qui ne boivent pas. Ils ne boivent pas. Mais tu les mets dans un lieu où les gens boivent, ils vont boire. Simplement parce que, et d'ailleurs, parce que moi, pour mon anniversaire, je réunis souvent des amis, mais ils savent très bien que quand tu rentres dans mon pote, il n'y a pas d'alcool. Et tu ne peux pas amener d'alcool. Et lui, il a dit, ça va pas, on va s'ennuyer. En réalité, ils arrivent, ils sont dans des gens qui ne boivent pas. On commence à discuter un peu comme c'est métier, on commence à discuter, à manger ensemble, on passe une très bonne soirée, personne ne boit, personne ne check son téléphone, on s'amuse bien et le lendemain c'est comme ça. C'est une question de nouvelles habitudes à créer. D'habitude, oui. D'environnement en fait. Une fois qu'on se sent à l'aise dans un environnement, on peut faire des choix. Mais vous êtes... Aujourd'hui, on ne fait pas des choix, on se dit... Si, mais par peur d'être rejeté, effectivement. Par peur d'être rejeté, par peur d'avoir l'air différent, par peur du ridicule, parce que maintenant, ce sont des choses qui sont valorisées comme étant normales, cool, festif. Et donc, on se dit, si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on va penser de nous, et ainsi de suite. Donc, on se laisse parfois aller à se faire entraîner par des groupes. C'est pour ça, chez moi, on disait toujours... une petite phrase que moi j'ai beaucoup entendue quand j'étais jeune, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. On peut parfois faire partie, oui, d'une minorité à certains niveaux, mais faire des choix qui sont des choix qui vont se révéler bons pour nous. Et je vous dis, c'est pas des choix tristes, quoi. Je veux dire, on n'est pas obligé de s'embêter ou autre. Il y a quoi? Je pense qu'il y a un facteur amoureux qui joue aussi. C'est lié à la question d'acceptation, mais aussi un facteur amoureux. Faites attention aussi dans quoi vous vous embarquez. D'être accepté, mais aussi d'être accepté par l'autre. Et du coup, dans cette guerre de l'image, de paraître cool, parce qu'on se dit que c'est des gens cool pour les garçons qui vont... La question des fréquentations, je la réserve pour la prochaine séance. De quoi? C'est compliqué, tout ça.
pense à quoi je Oui, tout à fait. Je pense aussi que c'est lié à l'envie. Ce qu'on fait rien, on n'est pas engagé dans quelque chose. Je prends l'exemple, par exemple, d'un sportif. C'est quelqu'un est sportif. Et jamais il va penser à fumer ou à boire parce qu'il est très conscient de ses performances. Parce qu'il y a un but et qu'il y a un projet. Voilà, exactement. Donc je pense aussi que nous les jeunes, si on est investi ou quelque chose dans le monde, quelque chose qu'on veut, bon, on est tous conscients des barrières que cette protection peut avoir. Et vous êtes dans une époque où de plus en plus, les gens ne se posent pas la question du lendemain. C'est maintenant. Ce que tu sens, ce que tu as envie, ce qui te plaît, ce qui te tente, fais-le maintenant. C'est un message dont vous êtes abreuvé quotidiennement, hein, et voilà, et ainsi de suite. Et pas de réflexion sur la suite, sur les conséquences, sur ce que ça va. Non, il faut suivre ses impulsions, suivre son cœur, hein, machin, le grand leitmotiv. Faites attention à ça. Est-ce qu'il existe une dépendance positive? C'est une bonne question, tiens. Je ne l'ai pas vu arriver, celle-là. Non, tu peux dire non, je donne mon verre d'eau. Moi, je suis dépendant à l'air. Par exemple, il y en a ceux qui font de la salle, pendant du sport. Oui. Enfin, il y en a, ceux qui font de la course doivent faire au moins une fois par semaine. Oui, mais là aussi, il faut savoir que, par exemple, quand tu cours ou tu vas faire du sport à haute dose, ça peut générer des douleurs, hein, au niveau musculaire. Il y a aussi un petit peu d'irritation, même si la masse musculaire va grandir, mais ça peut créer aussi des douleurs. Mais le corps sécrète aussi, hein, des endorphines qui sont entre guillemets des substances un petit peu calmantes et dopantes naturelles, pour calmer ces douleurs. Et il y a effectivement certains sportifs à haut niveau disent qu'ils deviennent dépendants à ça. Ils ont besoin de leur dose, donc ils ont besoin de courir et ils deviennent dépendants. C'est pour ça qu'il faut aussi essayer de viser quelque chose qui soit sain, équilibré, hein, mais où on garde justement cette liberté. Parce que, ouais. C'est difficile, hein, c'est difficile de savoir. Hein. Là, si vous me poussez plus, je reviens sur la jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de liens avec ça aussi, la question de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et on a perdu un peu cette capacité. On n'est plus capable. On était capable quand on était avec Dieu. Sans Dieu. Hein? Non, je ne veux pas aller là-dessus parce que je vais forcer tout le monde. Je reste toujours dispo pour discuter et pour discuter plus. Mais je pense qu'on arrive tout doucement vers la fin. Je voudrais vous proposer de clôturer. S'il y en a qui ont encore des questions, je suis encore là. Mais je ne veux pas non plus retenir ceux qui